Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la cote d'alerte est atteinte. Le climat sociopolitique et sécuritaire ne cesse de se dégrader dans certaines localités des régions anglophones. Des géostratèges qui s'inquiètent. L'option militaire risque d'engendrer une situation intenable à cause de la mise à l'écart du dialogue inclusif. Malgré ces inquiétudes face à ce drame humanitaire vécu dans les régions anglophones, des jeunes amis de Popol et le gouvernement ont célébré avec faste les 85 ans du chef de l'État en son absence à Yaoundé. Cet anniversaire a suscité un tollé de réactions sur la toile, vous le verrez dans ce journal. Elle fait preuve de résilience et d'adaptation. C'est la radio à l'ère du numérique. Bien de personnes avaient programmé la mort de la radio à l'occasion de la journée mondiale de ce média. Vous verrez dans ce journal comment des journalistes et techniciens utilisent les nouvelles technologies et les nouveaux autoroutes de l'information pour s'adapter et conserver un audimat toujours aussi important. Cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La situation sociopolitique et sécuritaire ne cesse de se dégrader dans certaines localités des régions du nord-ouest et du sud-ouest. La sécurisation de ces régions anglophones n'a pas stabilisé le climat social de plus en plus délétère au regard du nombre croissant des réfugiés camerounais qui se retrouvent au Nigeria et des morts comptés parmi des civils et des soldats. L'option militaire ne fait qu'engendrer une situation intenable. Inquiétantes. Alors les meurtres des éléments des forces de défense et de sécurité se poursuivent en riposte, si l'on en croit nos confrères réfugiés au Nigeria. Ce chiffre traduit à lui seul l'ampleur de la crise dans laquelle le Cameroun s'en ne brille pas par sa cohérence dans les réponses à cette crise. S'il professe être pour le dialogue, on n'en voit pas le début du commencement. Après avoir mis à contribution le Premier ministre et les élites anglophones, c'est désormais à la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme que le président de la République semble confier la mission de solutionner cette crise. Une option qui, comme depuis le début de cette crise, écarte les questions politiques dont la trame sous-tend pourtant toutes les revendications qu'on y entend. En outre, la réponse en coup de massue pour neutraliser les adeptes de la sécession, à savoir la décentralisation, tarde à venir. Comme vient de le confirmer la convocation des sénatoriales sans faire allusion au régional. C'est ici que la grandeur des hommes d'État est convoquée. S'ils ont le devoir de veiller à l'intégrité du territoire qu'ils dirigent, y compris en recourant aux rigueurs de la loi, ils doivent aussi se montrer ouverts au dialogue, parce que la force ne peut s'imposer indéfiniment si elle ne se transforme en obéissance de la part de ceux à qui elle doit s'appliquer. Malgré ces heures troubles de la vie nationale et ce drame humanitaire vécu à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, à la suite de ces exactions des assaillants séparatistes qui affrontent l'armée camerounaise, des jeunes baptisés dans un mouvement appelé les Amis de Popol et des membres du gouvernement ont ignoré ce drame humanitaire pour célébrer avec faste les 85 ans de Paul Biya à Yaoundé, un anniversaire qui a suscité un tollé de réactions sur la toile, des clichés qui ont été sélectionnés par Donald Brice Kamgan dans ce reportage. Joyeux anniversaire président, la phrase est en vedette sur la toile. Des citoyens anonymes aux personnages politiques, le 85e anniversaire du président de la République a suscité diverses réactions. Si cet internaute demande un peu ironique où est partagé le gâteau de circonstances, cet autre compare la vie politique du chef de l'État à celle du Sud-Africain Jacob Zuma.
L'un est sommé de quitter le pouvoir une dizaine d'années seulement après son accession à la magistrature suprême, alors que l'autre exerce depuis 35 ans sans sérieuse embûche. Une chance, croit-il savoir. Certains se sont contentés par contre de retracer presque de façon exhaustive la trajectoire du fils de Vomeka de 1962 lorsque Paul Biya est nommé à 29 ans, ministre chargé des missions à la présidence de la République, à son accession à la magistrature suprême le 6 novembre 1982, après la démission d'Amadou Ahidjo. Il est difficile de dire encore à quelqu'un qui a tout donné, qui a fait près de 60 ans de haute administration, de chercher encore 7 ans de plus à vouloir, n'est-ce pas, chercher. Non, vraiment qu'on laisse le papier se reposer de façon tranquille et que nous, la jeunesse que nous représentons aujourd'hui, la force que nous avons au mouvement 11 millions univers, de prendre la relève et de montrer de quoi nous sommes capables. Né le 13 février 1933 à Vomeka dans la région du Sud, Paul Barthélémy Biya est issu d'une famille catholique. Son éducation en prend fortement les couleurs. Et cet anniversaire du chef de l'État a été célébré par un groupe de jeunes baptisés les Amis de Popol en l'absence du président de la République à Yaoundé. Ils sont à bout d'un bras de fer engagé depuis plusieurs mois avec la communauté urbaine de Douala. Il s'agit des délégués du personnel suspendus depuis plusieurs mois. Ils viennent d'entamer une grève de la faim pour attirer l'attention sur leurs problèmes. Ils avaient manifesté pour revendiquer leurs droits. Ensuite, ils ont été suspendus malgré les injonctions du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. La communauté urbaine a refusé de les réhabiliter. L'affaire est portée en justice, mais les concernés souffrent dans leur chair. Ils ont tenu à entamer cette action de grève de la faim pour manifester et réclamer leur réhabilitation au sein de cette institution. Des précisions avec Innocent Abega et Gladys Sidi. Après moult tractations et médiations, après une première grève de la faim annoncée au mois d'octobre dernier, puis reportée, les délégués du personnel grévistes suspendus de la communauté urbaine de Douala viennent d'entamer une grève de la faim illimitée pour réclamer leur intégration, le paiement de 11 mois de salaire et autres indemnisations. Nous avons entrepris une kyrielle de médiation parce qu'après le 10 avril, nous avons adressé un recours préalable à monsieur le délégué du gouvernement qui est resté lettre morte. Nous avons adressé un recours de tutelle à monsieur le préfet. Nous avons écrit une panoplie de correspondance, même au Minat, à la primature. Nous sommes allés rencontrer le cardinal Christian Toumi qui a reçu monsieur le délégué du gouvernement le même jour que nous. Mais rien n'a bougé jusqu'à présent. 11 mois que leur calvaire dure après leur suspension en tant qu'employés de la communauté urbaine de Douala. Les 10 délégués du personnel ont aujourd'hui du mal à déterminer leur statut au sein de la structure qui les employait il y a peu. J'avoue que notre statut est une véritable nébuleuse parce que suspendu après 11 mois, nous ne sommes pas encore servis de l'aide de licenciement. Donc nous ne sommes ni salariés, ni licenciés, ni employés. Donc c'est une véritable nébuleuse, c'est une grande curiosité parce que sur le plan légal, la suspension d'un employé est déterminée par une durée qui est d'1 mois, peut-être renouvelable. Donc à ce moment rendu à 11 mois, nous ne savons pas quel est notre statut exact en ce moment. Personnellement, mon bureau, je n'y ai pas accès, j'ai des effets personnels. Les actes, même mon acte de mariage, se trouve dans mon bureau. Les grévistes entendent poursuivre leur mouvement jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée à leurs problèmes. Sans salaire depuis 11 mois, leur situation et celle de leur famille ne cessent de se dégrader au fil des jours. La plupart d'entre nous sont en location, beaucoup sont dans des brigades de gendarmerie et même dans les commissariats de police. Beaucoup n'arrivent pas à faire soigner leurs enfants, les enfants ne sont pas scolarisés. Nous-mêmes, nous avons des grands malades parmi nous, dont nous sommes ici pour que nous interpellions avec force et véhémence l'ensemble de l'opinion nationale et internationale. Il faut qu'on nous rétablisse dans nos droits et nous allons rester ici. Progressivement, nos familles vont nous rejoindre si rien ne bouge. Contacté, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala a tant que l'affaire est encore pendante devant le tribunal. Dans le reste de l'actualité, des défaillances et dysfonctionnements plombent les opérations d'inscription sur les listes électorales. La société civile pointe du doigt la vétusté du matériel utilisé. Du coup,
L'enrôlement des électeurs avance à un rythme insatisfaisant selon la société civile. Elle a tenu à quelques semaines des échéances électorales interpellé le gouvernement sur l'enjeu de l'adoption d'un code électoral plus crédible. Des précisions avec Warren Zede et Flavien Dongo. Le processus d'inscription sur les listes électorales au Cameroun est plombé par le mauvais état des kits disponibles dans certaines antennes de l'ECAM. Que ça fait quand même plusieurs années, 5-6 ans que ces kits existent, n'arrivent plus à être opérationnels. C'est devenu lent, ça plante tout le temps, et ça c'est déjà un problème. L'autre problème c'est que même ces machines qui plantent tout le temps sont insuffisantes pour pouvoir, n'est-ce pas, régler le problème des Camerounais en termes d'inscription. Le membre du comité de pilotage du projet, suivi, informer et mobiliser les jeunes, dit avoir mené une enquête dans plusieurs arrondissements de la République. Au 26 janvier 2018, il y a quand même inscrit à peu près 37 000 personnes. Nous avons extrapolé en disant, bon voilà, ils peuvent inscrire tous les mois 50 000 personnes. Si vous faites la projection sur les 5 mois à venir, avant la convocation du corps électoral, c'est même 60 000 personnes par mois, ne va jamais inscrire 1 million de personnes. Pourquoi? Parce que matériellement, ils n'ont pas les moyens de le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Qui doivent être mis à la disposition de l'ECAM ne le sont pas. Et donc du coup, l'ECAM se trouve face à un obstacle majeur qui est l'incapacité matérielle pour assurer sa mission. Après avoir relevé les manquements du code électoral en vigueur au Cameroun, vient de soumettre une compile de propositions issues des réflexions des acteurs sociopolitiques permettant d'avoir des élections crédibles. Nous avons recruté des consultants qui se sont assis, qui sont partis de ces documents de base pour élaborer un code électoral consensuel, alors qui prend en compte toutes les propositions qui viennent des partis politiques d'opposition, qui viennent des organisations de la société. Nous sommes en ce moment en train de faire un plaidoyer. Alors ce document, comme je l'ai dit tantôt, se retrouve déjà à tous les niveaux. Ces organisations de la société civile en activité avouent se soucier du bon déroulement du processus électoral au Cameroun. Il a démontré sa capacité de résilience et d'adaptation à l'ère du numérique. D'aucuns avaient déjà programmé la mort de la radio. Bien au contraire, ces nouveaux autoroutes de l'information ont permis à la radio de se positionner parmi les médias qui ont encore un public et un audimat assez important. À l'occasion de la Journée mondiale de la radio, nos reporters, Joël Esseng et Marcelin Gansop, sont allés à Yaoundé dans les studios de certaines radios pour découvrir comment journalistes et techniciens, bien sûr, manœuvrent cette nouvelle technologie pour s'adapter à la nouvelle donne. Reportage. Il est 13h lorsque nous débarquons dans les studios de Royal FM, une radio urbaine émettant au cœur de la capitale. En ce jour où l'on célèbre la radio ainsi que ses acteurs, c'est l'émission Fraîcheur Royale qui nous accueille. Accepterait d'être ma Valentine le 14 février. Oui, la radio vit à Yaoundé, malgré l'invasion du numérique. Quand j'entrais dans ce métier, on n'a pas connu les ordinateurs, les machines, on n'a pas connu les téléphones Android, on n'a pas connu l'Internet. Donc aujourd'hui les choses ont changé et ça fait que le métier devient de plus en plus facile. Nous qui sommes dans la radio, nous devons rendre davantage magnifique cet instrument qui a une longue histoire et qui continue à exister malgré l'avènement de d'autres supports tels que le numérique et Internet aujourd'hui. C'est que pour faire face au choc du numérique, les radios ont dû s'adapter, tout au moins celles qui ont la prétention de se frayer un chemin dans un univers fortement concurrentiel. Terminer l'époque où les nagras et autres cassettophones dictaient leurs lois. Aujourd'hui, les choses ont changé. La radio vit l'ère du temps. Parce qu'il fallait fonctionner avec l'analogique, les cassettes, les vidéos, il fallait tracer tout avec les doigts et tout ça. Il raconte souvent les anecdotes où il fallait tourner le bic avec la cassette, avec le stylo et tout. C'était pas évident. Mais aujourd'hui, c'est clair. Il est aujourd'hui possible d'avoir une source, un consultant, à travers le téléphone. Pour une expertise dans un journal, pour appeler un politologue, pour l'enregistrer avec les téléphones Android que nous avons. Et la qualité du son à l'antenne est normale. Ce qu'on ne pouvait pas retrouver par le passé. Jaraba, 9h sur Média, ça se passe en direct de KissFM 106.00. Une mutation qui ne va pas sans conséquence. Certains pratiquants pouvant tomber facilement dans le piège du laisser-aller. Maintenant, la mutation
qui s'est opéré entre-temps est venu quand même mettre la radio en difficulté. Pour ceux qui ne se sont pas très vite adaptés, forcément ils vont perdre des pédales. En revanche, pour ceux qui ont pensé qu'on peut mettre en commun les nouvelles technologies, si vous voulez le numérique et la radio digitale que l'on a connue par le passé, en mettant tout cela ensemble, ça permet que les uns et les autres, on explose encore davantage. Cette facilité là au travail rime avec un peu de paresse aussi de la part de certains, de beaucoup en radio, ce qui fait qu'on a de plus en plus des informations mensongères. Je veux dire qu'aujourd'hui, la radio, malgré la menace de la télévision, mais également la percée des réseaux sociaux avec tous les réseaux qu'on connaît, la radio peut garder sa place à condition que nous restions sérieux. C'est-à-dire que nous devons garder la fibre qui a fait la radio dans le passé, c'est-à-dire le sérieux dans l'information, la collecte, le traitement et la diffusion. Quoi qu'il en soit, la radio tient toujours la route. Pas besoin de trop de sacrifices pour l'écouter. Elle vous suit et vous accompagne partout. Souvent critiquée, mais toujours aussi adulée. C'est cette radio, grand vecteur de communication et média de proximité qui se célèbre ce 13 février 2018. Alors, un autre message dit que le reste pourra attendre. Bon après-midi, dites. Ils ont déjà replongé la tête dans leurs cahiers et leurs cours. Des élèves ont eu droit à toute une semaine d'activités ludiques et culturelles au collège Liberman à Douala. Ils ont dévoilé leur talent artistique. Également, ils ont été édifiés sur des sujets liés, bien sûr, à l'actualité, mais aussi à des projets professionnels et académiques. Des précisions avec Donald Anouzoa dans ce reportage. La semaine culturelle du collège Liberman, inscrite au chapitre des festivités de la fête de la jeunesse, place aux premières loges la culture, le sport et la méditation. Le mini-festival organisé à cet effet va mettre en évidence le savoir-faire des élèves en matière de théâtre, danse, humour, chant choral et défilé de mode. Et c'est avec le même esprit festif que l'invité du collège Liberman, l'artiste musicien loco, va se joindre à cette jeunesse qui scande son nom et exécute sans faute de théâtre, danse, humour, chant choral et défilé de mode. Et c'est avec le même esprit festif que l'invité du collège Liberman, l'artiste musicien loco, va se joindre à cette jeunesse qui scande son nom et exécute sans fausse note ses chansons. Le mini-festival 2018 restera donc à jamais gravé dans les mémoires. Je suis très émue par cette journée parce qu'elle a permis une belle diversité entre tous les collèges. L'effet marquant, ça c'est évident, le passage de locaux. Le père John de Baptiste Agné va servir à l'assistance le sens spirituel de ces festivités. Au cours de la préparation de cet événement, de cette journée, nous avons encouragé les élèves à participer à la messe et à diminuer l'engouement pour la nourriture et la danse. Nous apprenons à nos élèves à rendre grâce à Dieu en faisant l'action de rendre grâce à Dieu. Nous venons devant Dieu pour dire merci. Merci pour la vie, merci pour l'existence que nous menons et merci pour notre établissement. Occasion aussi pour les responsables du collège de convoquer la mémoire de Angelbert Vein, prêtre jésuite, auteur dans des domaines aussi variés que la religion. Le message particulier s'inscrit dans ce que nous avons voulu au début de l'année, placer cette année sous la figure du Père Vein, un père jésuite camerounais. De cet homme et véhiculer les valeurs de cet homme à nos élèves. La messe lui sous fond d'action de l'État. En son absence à Yaoundé, cet anniversaire a suscité un tollé de réactions sur la toile. Vous le verrez dans ce journal. Elle fait preuve de résilience et d'adaptation. C'est la radio à l'ère du numérique. Bien de personnes avaient prédit, avaient programmé la mort de la radio. À l'occasion de la journée mondiale de ce média, vous verrez dans ce journal comment des journalistes et techniciens utilisent les nouvelles technologies et les nouveaux autoroutes de l'information
pour s'adapter et conserver un audimat toujours aussi important. Cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La situation sociopolitique et sécuritaire ne cesse de se dégrader dans certaines localités des régions du nord-ouest et du sud-ouest. La sécurisation de ces régions anglophones n'a pas stabilisé le climat social de plus en plus délétère au regard du nombre croissant des réfugiés camerounais qui se retrouvent au Nigeria et des morts comptés parmi des civils et des soldats. L'option militaire ne fait qu'engendrer une situation intenable. C'est en tout cas l'avis des géostratèges qui préviennent le gouvernement sur les dangers auxquels s'expose le Cameroun. Des précisions avec Guy Zogo dans ce reportage. Désormais une certitude, la crise anglophone au Cameroun prend des proportions inquiétantes. Alors que le président de la République a annoncé dans son discours à la nation le 10 février dernier que la situation était stabilisée, les faits sur le terrain démentent cet optimisme. Ces dernières heures, fait gravissime, le sous-préfet de Batibo a été enlevé lors de la fête du 11. Ces dernières heures, fait gravissime, le sous-préfet de Batibo a été enlevé lors de la fête du 11 février et reste introuvable jusqu'ici. Les meurtres des éléments des forces de défense et de sécurité se poursuivent. En riposte, si l'on en croit nos confrères de TV5 Monde, des villages ont été incendiés par nos forces de l'ordre. À l'heure qu'il est, il en découle que 33 000 Camerounais, selon un décompte du HCR, sont désormais réfugiés au Nigeria. Ce chiffre traduit à lui seul l'ampleur de la crise dans laquelle le Cameroun s'enfonce avec la question anglophone. Dès lors, il est fort regrettable que le gouvernement ne brille pas par sa cohérence dans les réponses à cette crise. S'il professe être pour le dialogue, on n'en voit pas le début du commencement. Après avoir mis à contribution le Premier ministre et les élites anglophones, c'est désormais à la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme que le président de la République semble confier la mission de solutionner cette crise. Une option qui, comme depuis le début de cette crise, écarte les questions politiques dont la trame sous-tend pourtant toutes les revendications qu'on y entend. En outre, la réponse en coup de massue pour neutraliser les adeptes de la sécession, à savoir la décentralisation, tarde à venir. Comme vient de le confirmer la convocation des sénatoriales sans faire allusion au régional. C'est ici que la grandeur des hommes d'État est convoquée. S'ils ont le devoir de veiller à l'intégrité du territoire qu'ils dirigent, y compris en recourant aux rigueurs de la loi, ils doivent aussi se montrer ouverts au dialogue, parce que la force ne peut s'imposer indéfiniment si elle ne se transforme en obéissance de la part de ceux à qui elle doit s'appliquer. Malgré ces heures troubles de la vie nationale et ce drame humanitaire vécu à la fin, ces heures troubles de la vie nationale et ce drame humanitaire vécu à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria à la suite de ces exactions des assaillants séparatistes qui affrontent l'armée camerounaise, des jeunes baptisés dans un mouvement appelé les Amis de Popol et des membres du gouvernement ont ignoré ce drame humanitaire pour célébrer avec faste les 85 ans de Paul Biya à Yaoundé, un anniversaire qui a suscité un tollé de réactions sur la toile, des clichés qui ont été sélectionnés par Donald Brice Kamgan dans ce reportage. Joyeux anniversaire président, la phrase est en vedette sur la toile. Des citoyens anonymes aux personnages politiques, le 85e anniversaire du président de la République a suscité diverses réactions. Si cet internaute demande un peu ironique où est partagé le gâteau de circonstances, cet autre compare la vie politique du chef de l'État à celle du Sud-Africain Jacob Zuma.
L'un est sommé de quitter le pouvoir une dizaine d'années seulement après son accession à la magistrature suprême, alors que l'autre exerce depuis 35 ans sans sérieuse embûche. Une chance, croit-il savoir. Certains se sont contentés par contre de retracer presque de façon exhaustive la trajectoire du fils de Vomeka de 1962 lorsque Paul Biya est nommé à 29 ans, ministre chargé des missions à la présidence de la République, à son accession à la magistrature suprême le 6 novembre 1982, après la démission d'Amadou Ahidjo. Il est difficile de dire encore à quelqu'un qui a tout donné, qui a fait près de 60 ans de haute administration, de chercher encore 7 ans de plus à vouloir, n'est-ce pas, chercher. Non, vraiment qu'on laisse le papier se reposer de façon tranquille et que nous, la jeunesse que nous représentons aujourd'hui, la force que nous avons, mouvement 11 millions univers, de prendre la relève et de montrer de quoi nous sommes capables. Né le 13 février 1933 à Vomeka dans la région du Sud, Paul Barthélémy Biya est issu d'une famille catholique. Son éducation en prend fortune du Sud. Paul Barthélémy Biya est issu d'une famille catholique. Son éducation en prend fortement les couleurs. Et cet anniversaire du chef de l'État a été célébré par un groupe de jeunes baptisés les Amis de Popol en l'absence du président de la République à Yaoundé. Ils sont à bout d'un bras de fer engagé depuis plusieurs mois avec la communauté urbaine de Douala. Il s'agit des délégués du personnel suspendus depuis plusieurs mois. Ils viennent d'entamer une grève de la faim pour attirer l'attention sur leurs problèmes. Ils avaient manifesté pour revendiquer leurs droits. Ensuite, ils ont été suspendus malgré les injonctions du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. La communauté urbaine a refusé de les réhabiliter. L'affaire est portée en justice, mais les concernés souffrent dans leur chair. Ils ont tenu à entamer cette action de grève de la faim pour manifester et réclamer leur réhabilitation au sein de cette institution. Des précisions avec Innocent Abega et Gladys Sidi. Après moult tractations et médiations, après une première grève de la faim annoncée au mois d'octobre dernier, puis reportée, les délégués du personnel grévistes suspendus de la communauté urbaine de Douala viennent d'entamer une grève de la faim illimitée pour réclamer leur intégration, le paiement de 11 mois de salaire et autres indemnisations. Nous avons entrepris une kyrielle de médiation parce qu'après le 10 avril, nous avons adressé un recours préalable à monsieur le délégué du gouvernement qui est resté lettre morte. Nous avons adressé un recours de tutelle à monsieur le préfet. Nous avons écrit une panoplie de correspondance, même au Minat, à la primature. Nous sommes allés rencontrer le cardinal Christian Toumi qui a reçu monsieur le délégué du gouvernement le même jour que nous. Mais rien n'a bougé jusqu'à présent. 11 mois que leur calvaire dure après leur suspension en tant qu'employés de la... Rien n'a bougé jusqu'à présent. 11 mois que leur calvaire dure après leur suspension en tant qu'employés de la communauté urbaine de Douala. Les 10 délégués du personnel ont aujourd'hui du mal à déterminer leur statut au sein de la structure qui les employait il y a peu. J'avoue que notre statut est une véritable nébuleuse parce que suspendu après 11 mois, nous ne sommes pas encore servis de l'aide de licenciement. Donc nous ne sommes ni salariés, ni licenciés, ni employés. Donc c'est une véritable nébuleuse. C'est une grande curiosité parce que sur le plan légal, la suspension d'un employé est déterminée par une durée qui est d'1 mois, peut-être renouvelable. Donc à ce moment rendu à 11 mois, nous ne savons pas quel est notre statut exact en ce moment. Personnellement, mon bureau, je n'y ai pas accès, j'ai des effets personnels. Les actes, même mon acte de mariage, se trouve dans mon bureau. Les grévistes entendent poursuivre leur mouvement jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée à leurs problèmes. Sans salaire depuis 11 mois, leur situation et celle de leur famille ne cessent de se dégrader au fil des jours. La plupart d'entre nous sont en location. Beaucoup sont dans des brigades de gendarmerie et même dans les commissariats de police. Beaucoup n'arrivent pas à faire soigner leurs enfants. Les enfants ne sont pas scolarisés. Nous-mêmes, nous avons des grands malades parmi nous. Donc nous sommes ici pour que nous interpellions avec force et véhémence l'ensemble de l'opinion nationale et internationale. Il faut qu'on nous rétablisse dans nos droits. Et nous allons rester ici. Progressivement, nos familles vont nous rejoindre si rien ne bouge. Contacté, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala a... tant que l'affaire est encore pendante devant le tribunal.
Dans le reste de l'actualité, des défaillances et dysfonctionnements plombent les opérations d'inscription sur les listes électorales. La société civile pointe du doigt la vétusté du matériel utilisé. Du coup, l'enrôlement des électeurs avance à un rythme insatisfaisant selon la société civile. L'enrôlement des électeurs avance à un rythme insatisfaisant selon la société civile. Elle a tenu à quelques semaines des échéances électorales interpeller le gouvernement sur l'enjeu de l'adoption d'un code électoral plus crédible. Des précisions avec Warren Zede et Flavien Dongo. Le processus d'inscription sur les listes électorales au Cameroun est plombé par le mauvais état des kits disponibles dans certaines antennes de l'ECAM. Que ça fait quand même plusieurs années, 5-6 ans que ces kits existent, n'arrive plus à être opérationnel. C'est devenu lent, ça plante tout le temps, et ça c'est déjà un problème. L'autre problème c'est que même ces machines qui plantent tout le temps sont insuffisantes pour pouvoir, n'est-ce pas, régler le problème des Camerounais en termes d'inscription. Le membre du comité de pilotage du projet, suivi, informer et mobiliser les jeunes, dit avoir mené une enquête dans plusieurs arrondissements de la République. Au 26 janvier 2018, il y a quand même inscrit à peu près 37 000 personnes. Nous avons extrapolé en disant, bon voilà, ils peuvent inscrire tous les mois 50 000 personnes. Si vous faites la projection sur les 5 mois à venir, avant la convocation du corps électoral, ce sont même 60 000 personnes par mois, ne va jamais inscrire 1 million de personnes. Pourquoi? Parce que matériellement, ils n'ont pas les moyens de le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Par ailleurs, le coordonnateur de l'ONG Un Monde à Venir pense que l'ECAM est une coquille vide, manipulée par des décideurs qui refusent de lui fournir des moyens pour réaliser ses missions. Les moyens qui doivent être mis à la disposition de l'ECAM ne le sont pas. Et donc du coup, l'ECAM se trouve face à un obstacle majeur qui est l'incapacité matérielle pour assurer sa mission. Dans la même logique, le mouvement Dynamique Citoyenne, après avoir relevé les manquements du code électoral en vigueur au Cameroun, vient de soumettre une compile de propositions issues des réflexions des acteurs sociopolitiques permettant d'avoir des élections crédibles. Nous avons recruté des consultants qui se sont assis, qui sont partis de ces documents de base pour élaborer un code électoral consensuel, qui sont partis de ces documents de base pour élaborer un code électoral consensuel, alors qui prend en compte toutes les propositions qui viennent des partis politiques d'opposition, qui viennent des organisations de la société. Nous sommes en ce moment en train de faire un plaidoyer. Alors ce document, comme je l'ai dit tantôt, se retrouve déjà à tous les niveaux. Ces organisations de la société civile en activité avouent se soucier du bon déroulement du processus électoral au Cameroun. A démontré sa capacité de résilience et d'adaptation à l'ère du numérique. D'aucuns avaient déjà programmé la mort de la radio. Bien au contraire, ces nouveaux autoroutes de l'information ont permis à la radio de se positionner parmi les médias qui ont encore un public et un audimat assez important. À l'occasion de la Journée mondiale de la radio, nos reporters Joël Esseng et Marcelin Gansop sont allés à Yaoundé dans les studios de certaines radios pour découvrir comment journalistes et techniciens, bien sûr, manœuvrent ces nouvelles technologies pour s'adapter à la nouvelle donne. Reportage. Il est 13 h lorsque nous débarquons dans les studios de Royal FM, une radio urbaine émettant au cœur de la capitale. En ce jour où l'on célèbre la radio ainsi que ses acteurs, c'est l'émission Fraîcheur Royale qui nous accueille. Accepterait d'être ma Valentine le 14 février. Oui, la radio vit à Yaoundé, malgré l'invasion du numérique. Quand j'entrais dans ce métier, on n'a pas connu les ordinateurs, les machines, on n'a pas connu les téléphones Android, on n'a pas connu l'Internet. Donc aujourd'hui les choses ont changé et ça fait que le métier devient de plus en plus facile. Nous qui sommes dans la radio, nous devons rendre davantage magnifique cet instrument qui a une longue histoire et qui continue à exister malgré l'avènement de d'autres supports tels que le numérique et Internet aujourd'hui. Longue histoire et qui continue à exister malgré l'avènement de d'autres supports tels que le numérique et Internet aujourd'hui. C'est que pour faire face au choc du numérique, les radios ont dû s'adapter. Tout au moins celles qui ont la prétention de se frayer un chemin dans un univers fortement concurrentiel. Terminer l'époque où les nagras et autres cassettophones dictaient leurs lois. Aujourd'hui, les choses ont changé.
La radio vit l'ère du temps. Parce qu'il fallait fonctionner avec l'analogique, les cassettes, les vidéos, il fallait tracer tout avec les doigts et tout ça. Il raconte souvent les anecdotes où il fallait tourner le bic avec la cassette, avec le stylo et tout. C'était pas évident. Mais aujourd'hui, c'est clair. Il est aujourd'hui possible d'avoir une source, un consultant, à travers le téléphone. Pour une expertise dans un journal, pour appeler un politologue, pour l'enregistrer avec les téléphones Android que nous avons. Et la qualité du son à l'antenne est normale. Ce qu'on ne pouvait pas retrouver par le passé. Diaraba, 9h sur Média, ça se passe en direct de KISS-FM 106.00. Une mutation qui ne va pas sans conséquences. Certains pratiquants pouvant tomber facilement dans le piège du laisser-aller. Maintenant, la mutation qui s'est opérée entre-temps est venue quand même mettre la radio en difficulté. Pour ceux qui ne se sont pas très vite adaptés, forcément ils vont perdre des pédales. En revanche, pour ceux qui ont pensé qu'on peut mettre en commun les nouvelles technologies, si vous voulez le numérique, et la radio digitale que l'on a connue par le passé, en mettant tout cela ensemble, ça permet que les uns et les autres, on explose encore davantage. Cette facilité là au travail rime avec un peu de paresse aussi de la part de certains, de beaucoup en radio, ce qui fait qu'on a de plus en plus des informations mensongères. Je veux dire qu'aujourd'hui, la radio, malgré la menace que nous restions sérieux, c'est-à-dire que nous devons garder la fibre qui a fait la radio dans le passé, c'est-à-dire le sérieux dans l'information, la collecte, le traitement et la diffusion. Quoi qu'il en soit, la radio tient toujours la route. Pas besoin de trop de sacrifices pour l'écouter. Elle vous suit et vous accompagne partout, souvent critiquée, mais toujours aussi adulée. C'est cette radio, grand vecteur de communication et média de proximité qui se célèbre ce 13 février 2018. Alors, un autre message dit que le reste pourra attendre. Bon après-midi, dites. Ils ont déjà replongé la tête dans leurs cahiers et leurs cours. Des élèves ont eu droit à toute une semaine d'activités ludiques et culturelles au collège Liberman à Douala. Ils ont dévoilé leur talent artistique. Également, ils ont été édifiés sur des sujets liés bien sûr à l'actualité, mais aussi à des projets professionnels et académiques. Des précisions avec Donald Anouzoa dans ce reportage. La semaine culturelle du collège Liberman, inscrite au chapitre des festivités de la fête de la jeunesse, place aux premières loges la culture, le sport et la méditation. Le mini-festival organisé à cet effet va mettre en évidence le savoir-faire des élèves en matière de théâtre, danse, humour, chant choral et défilé de mode. Et c'est avec le même esprit festif que l'invité du collège Liberman, l'artiste musicien local, va se joindre à cette jeunesse qui scande son nom et exécute sans fausse note ses chansons. Le mini-festival 2018 restera donc à jamais gravé dans les mémoires. Je suis très émue par cette journée parce qu'elle a permis une belle diversité entre tous les collèges. Et il y avait aussi des talents qui se sont exprimés lors du mini-festival et moi ça m'a beaucoup enchanté de les voir. L'effet marquant, ça c'est évident, le passage de locaux. Le tournoi de football, quant à lui, verra la victoire. L'effet marquant, ça c'est évident, le passage de locaux. Le tournoi de football, quant à lui, verra la victoire après tir au but du collectif des classes de première sur la sélection de Terminal A. L'autre moment fort de la semaine culturelle du collège Liberman sera consacré à la messe solennelle de clôture des activités. Dans son homélie, le père John de Baptiste Agné va servir à l'assistance le sens spirituel de ces festivités. Au cours de la préparation de cet événement, de cette journée, nous avons encouragé les élèves à participer à la messe et à diminuer l'engouement pour la nourriture et la danse. Nous apprenons à nos élèves à rendre grâce à Dieu en faisant l'action de rendre grâce à Dieu. Nous venons devant Dieu pour dire merci. Merci pour la vie, merci pour l'existence que nous menons et merci
pour notre établissement. Occasion aussi pour les responsables du collège de convoquer la mémoire de Angelbert Vein, prêtre jésuite, auteur dans des domaines aussi variés que la religion. Le message particulier s'inscrit dans ce que nous avons voulu au début de l'année, placer cette année sous la figure du Père Vein, un père jésuite camerounais, un homme de culture, un homme de prière, un intellectuel. Nous voulons placer justement cette année sous la figure de cet homme et véhiculer les valeurs de cet homme à nos élèves. La messe lui souffle. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, docteur en droit. Vous êtes également un spécialiste des questions de sécurité et vous avez appris, comme tous les Camerounais, 3 gendarmes ont été froidement assassinés, selon les mots du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, assassinés dans la région du Sud-Ouest. Et lors de la même journée du 11 février, une autorité administrative, sous-préfet de Batibo, est enlevée dans le Nord-Ouest. 72 heures après, aucune nouvelle. Les recherches qui se poursuivent. Comment comprendre cette nouvelle étape sur le théâtre de cette crise anglophone? Monsieur Noufele, ce n'est pas une nouvelle étape. C'est la mise en place d'une stratégie qui reste cohérente. Ce que je fais, ce que je suis en train de faire, j'explique, mais je ne justifie pas. La stratégie de ces groupes que l'on qualifie de terroristes, de sécessionnistes, consiste à développer ce que nous appelons la recherche du centre de gravité. Alors, à l'observance, on se rend compte que leur stratégie est celle du centre de gravité. Cela veut dire quoi? Dans des combats comme cela, dans des affrontements comme cela, quand on se met à rechercher ce qui est important, ce qui représente la force de l'adversaire, et on s'en prend à cette force pour mieux fragiliser l'adversaire. Alors le centre de gravité du pouvoir, tourne autour de 2 pôles. Lesquels? Le pouvoir administratif représenté par les autorités administratives, que sont les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, et les forces de défense. Parce que sans forces de défense, ces autorités administratives ne sont absolument rien. Ils deviennent des simples civils. Leur protection est assurée par les forces de défense et de sécurité. Donc, en s'en prenant à ces 2 corps, ces mouvements insurrectionnels développent donc la stratégie du centre de gravité. Justement, quel est l'objectif derrière ces cibles que sont les autorités administratives et les gendarmes? Quels sont les objectifs recherchés par ces assaillants qui ne ciblent que les autorités administratives, comme on a vu il y a quelques jours, et les gendarmes depuis plusieurs mois? La finalité, c'est quoi? C'est d'aboutir à la stratégie du vide. La stratégie du vide, autre stratégie appliquée par ces assaillants, c'est d'attaquer en des lieux différents et de manière sporadique, un peu comme des piqûres d'épingle. Alors ils choisissent des cibles qu'ils attaquent, des pics, comme des formes de pics irritantes et dommageables. Et la conséquence, c'est de provoquer le stress, c'est de provoquer une réaction qui peut être soit la peur, soit la colère. La peur consisterait ici à décourager les fonctionnaires ou les autorités administratives plus précisément, travaillant dans ces zones, ou ceux qui seraient appelés à travailler dans ces zones, soit à fuir, soit à refuser d'y aller. Et en ce qui concerne les forces de défense, c'est de créer en eux la peur. Et vous savez, dans la peur, il y a une autre conséquence pour les forces de défense. C'est d'entraîner des réactions émotionnelles fortes. Et la réaction émotionnelle forte, c'est cette peur qui peut conduire à des violences incontrôlées. Parce que lorsque vous vous retrouvez dans une zone où vous ne savez pas de quel côté viendra l'ennemi, vous êtes pris de panique. Lorsqu'au même moment, on vous apprend que certains de votre tombent ça et là. Comme l'État ne peut pas mettre de foule, des troupes à tous les endroits, au même moment, alors nous nous demandons où est-ce que cela va aboutir. Si donc les autorités administratives ont peur ou sont victimes de stress, les forces de défense sont victimes de stress, c'est là où c'est le volet de la guerre psychologique que ces assaillants sont en train de mener contre nos forces de défense. Alors, la conséquence serait de provoquer
non plus un déplacement des populations, mais de ces autorités des forces de défense et laisser un territoire vide, un territoire non contrôlé ou non contrôlable par l'autorité publique. Précisons que le ministre... Et c'est ce qu'on appelle les zones grises. Justement, une zone où l'État n'a plus la maîtrise de la gestion du territoire. Précisons que le ministre de la Défense à ce sujet a précisé à ce sujet, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assoman, que les soldats camerounais vont continuer à veiller à préserver l'intégrité du territoire camerounais, mais cette multiplication des assassinats des gendarmes inquiète l'opinion nationale et des observateurs avertis estiment que l'option militaire ne saurait être la solution idoine à cette crise qui prend de l'ampleur chaque jour dans certaines localités. Que pensez-vous de cette analyse? Mais vous avez déjà fait l'analyse. Votre analyse est juste. Cette analyse est juste parce que la guerre ne peut pas résoudre ce problème. Vous savez, ce qui rend cette guerre, entre guillemets, assez complexe, c'est que les populations sont du côté des assaillants. Parce que, vous voyez, dans certains pays, certains États ont développé une stratégie de contre-offensive qui se retournait contre l'État. C'est même par là où est né le groupe Al-Qaïda. C'est-à-dire que à partir de la population, on forme des hommes de guerre, on forme des soldats, bref, on forme des guerriers, appelons-les ainsi, qui vont utiliser les mêmes méthodes que les assaillants pour les combattre. Mais parfois, ces forces deviennent incontrôlables. Et ils deviennent incontrôlables parce que, ayant pris le pouvoir par la possession d'une arme, ayant mesuré ce que peut conférer la possession d'une arme, c'est-à-dire le pouvoir, aller racketter les populations, aller violer les femmes, ils se sentent investis de nouveaux pouvoirs qui ne sont plus prêts à abandonner. D'où un nouveau combat qui consisterait à les désarmer, en tout cas à les faire sortir de la brousse, ce qui n'est pas facile. Donc pour ma part, et là je suis au niveau de la dernière stratégie qui nous reste à adopter, c'est la stratégie de la recherche de la paix, de la construction de la paix. Mais le chef de l'État a dit qu'il est un mendiant de la paix lorsqu'il était à une assemblée générale de l'ONU à New York. Et lors de son discours à la jeunesse, il a indiqué que la commission du bilinguisme va s'attaquer très rapidement au cœur du problème concernant cette crise anglophone. Oui, le chef de l'État a parlé qu'il est mendiant de la paix lorsqu'il s'adressait dernièrement du haut de la tribune des Nations Unies à tout le monde, en disant que le Cameroun est un pays de paix, est un pays qui aspire à la paix, qui aime la paix, qui recherche la paix. On l'a vu, le Cameroun n'a jamais voulu développer une stratégie belliqueuse par rapport à ses voisins. Le Cameroun a été une terre d'accueil, je peux dire une terre d'accueil quasi permanente de tous les réfugiés des pays limitrophes. Les réfugiés tchadiens ont été sur le sol camerounais. Des réfugiés nigérians ont été accueillis sur le territoire camerounais. Des réfugiés centrafricains ont été recasés, logés, entretenus sur le sol camerounais. Même à une certaine époque, certains réfugiés de Guinée équatoriale avaient trouvé asile au Cameroun. Donc le Cameroun est au centre, comme un centre de gravité des pays d'Afrique centrale et se retrouve a toujours été un havre de paix. Malheureusement, cette mendicité de la paix, nous le constatons pour le déplorer, est dirigée beaucoup plus dans les relations internationales du Cameroun, c'est-à-dire des relations interétatiques. Mais sur le plan interne, nous nous rendons compte que le Cameroun n'est pas un mendiant de la paix, mais le Cameroun est plutôt un... Mais ce qui nous permet de le dire, c'est cette forme, c'est cette volonté, c'est cette manière de vouloir résoudre toujours par la violence les crises sociales. Lorsque des partis politiques veulent se réunir, il y a interdiction. Quand ils se réunissent quand même, ils sont chassés par les forces de défense. L'élément déclencheur de cette crise, c'était quoi? C'était des étudiants qui venaient exprimer leur ras-le-bol de constater que ce que le chef de l'État leur avait promis n'a pas été fait. Et au départ, vous avez vu comment ces enfants ont été traités,
comment ils ont été maltraités. C'était horrible. C'est un souvenir que je garderai toute ma vie, de ces enfants qui ont été torturés. Donc on se demande si le Cameroun, devant certaines situations, ne pratique pas 2 poids 2 mesures. Donc le Cameroun n'est pas un mendiant de la paix lorsqu'il s'agit des questions de crise sociale, mais se trouve plutôt être un catalyseur de violence. Est-ce que le premier auteur peut s'attaquer au cœur du problème? Non, le problème n'est pas celui du bilinguisme ou du vivre ensemble. Les Camerounais ont toujours vécu ensemble. Ils ont toujours plutôt bien vécu. Il s'est avéré simplement que le pouvoir en place a pris l'habitude d'envoyer dans des zones anglophones des gens qui n'avaient pas la culture anglo-saxonne qui consiste à respecter son prochain. Je vais vous prendre très rapidement un exemple. J'étais dans le bureau de certains magistrats, j'ai entendu un auditeur de justice, il n'est pas encore magistrat, dit le pouvoir. Le pouvoir. C'est-à-dire, on sentait déjà qu'avant même de commencer le travail, ce monsieur ressentait que le pouvoir qu'ils vont détenir ou détenir le pouvoir, c'est quelque chose de grandiose. Je lui ai dit, jeune homme, dans les pays anglo-saxons, le pouvoir c'est même c'est une charge. Le pouvoir consiste à respecter son prochain, à servir la nation, à rendre justice. Le pouvoir ne consiste pas à poser des actes à l'emporte-pièce ou à exprimer ses humeurs ou faire fonctionner la justice selon ses humeurs. Donc voilà le problème qui se pose. Ceux qui sont chargés de la gestion administrative de ces régions, ces derniers temps, n'ont pas une culture de paix, n'ont pas la culture du respect d'autrui, du respect des droits de l'homme. Ils sont assez brutaux et du coup, il y a une espèce de ras-le-bol des populations. Parce qu'on ne peut pas dire que la situation économique difficile a commencé aujourd'hui. Mais lorsque devant ces difficultés économiques s'ajoute l'arrogance et le mépris de ceux qui sont chargés de vous encadrer et de vous diriger, alors il y a un ras-le-bol qui s'exprime donc par la violence. Justement, face à l'enlisement de la crise, de quelle carte dispose encore le gouvernement pour sortir de cette impasse et de cette crise qui affecte, vous l'avez dit, presque tout le secteur d'activité dans les 2 régions anglophones? Moi, je constate plutôt que la situation va s'enliser. La nomination des membres du Conseil constitutionnel m'a donné un goût amer de ce qui pourrait arriver plus tard. Parce que dans un pays où on aspire à la paix et qu'on décide de choisir des membres d'un organe régulateur et que ceux qui sont choisis sont des anciens fonctionnaires ou des gens d'un même parti politique, alors ça nous inquiète. Il n'y avait pratiquement pas de personnalités de la société civile, à part un représentant du SDF. Parce que j'ai appris que le chairman a reçu du gouvernement, le gouvernement aurait demandé au chairman de proposer 3 noms. De ces 3 noms, le choix a été porté sur monsieur le professeur Kui. Donc à part cet homme qui n'est pas véritablement de la société civile pour moi, parce que ce n'est pas un acteur majeur dans la vie pratique, qui ne s'est pas illustré par la défense des droits de l'homme ou d'un intérêt très particulier pour la chose publique. Donc on se demande comment dans une constitution de ces membres du Conseil constitutionnel, sur 11 membres, on ne retrouve pas d'avocat. Il n'y a pas d'avocat. Manque-t-il des ténors du barreau? Je ne prêche pas pour ma chapelle, mais dans tous les pays du monde, ce poste leur est particulièrement dédié. En France, en Angleterre, aux États-Unis. Comment pouvez-vous comprendre que sur 11 membres, il n'y ait pas d'avocat? Comment n'avoir pas puisé parmi les notaires retraités des gens qui ont une certaine respectabilité? Donc c'est comme une forme de récompense aux amis fonctionnaires. Donc du coup, on se demande si nous sommes dans une logique qui pourrait aller à la construction de la paix. Pour construire la paix, il faut aller avec des hommes nouveaux, aller avec des hommes qui n'ont pas un passé de partialité. Or, toute personne ayant milité à un haut niveau dans un parti politique est déjà partisan, qu'il soit du SDF, qu'il soit du RDPC, qu'il soit de n'importe quel autre parti. Merci, Maître Célestin Kengoum, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Cameroun et docteur en droit. Avant de mettre un terme à ce journal, un public reportage sur les perles de Frévis qui viennent d'offrir un important don à un centre pour enfants déficients mentaux et physiques à Bafoussam. Reportage. Vendredi 9 février 2018, veille de la fête nationale de la jeunesse, la Fondation Les Perles de Frévis est une fois encore
aux côtés des jeunes de la maison Saint-Damien et Camille de Bafoussam. Un centre spécialisé dans l'encadrement et l'insertion des enfants déficients mentaux et physiques. Je dis encore grandement merci à la Fondation de Pelle et de Frévis. Pour la circonstance, les membres de cette fondation de charité sont venus soutenir l'œuvre de la maison Saint-Damien et Camille en don de médicaments, denrées alimentaires, ustensiles de cuisine, matériel de couchage, du sourire et de l'espoir. Une femme qui voit un enfant dans cet état, c'est trop difficile même de parler parce que Dieu nous la gorge nous. Donc j'espère qu'avec tout ce que nous faisons, les autres vont aussi voir, venir avec nous pour les aider, pour pouvoir s'en sortir, si Dieu le veut. Le cadre de vie actuel de ces enfants ne répondant point aux normes, la présidente de la Fondation Les Pères de Frévis lance un appel à tous pour soutenir la construction d'un centre approprié à l'image de cette maquette qui a été présentée. Il y a de cela 6 mois, elle nous a présenté un plan. Le plan Excellence qui est en face de vous pour les logements de ces enfants. Je pense que ces enfants le méritent. Parce que quelque part, même le cadre dans lequel on vit avec sa maladie est un soin. Les membres de la Fondation Les Perles de Frévis invitent surtout tous les parents qui, par honte, continuent de garder leurs enfants déficients mentaux et physiques à la maison. Un centre comme celui-ci, ça permet aux enfants, ça permet aux encadreurs de suivre les enfants et de faire en sorte que les enfants évoluent plus facilement et plus rapidement. Président cette cérémonie de remise de dons, le gouverneur de la région de l'Ouest, une fois encore, félicite et encourage les membres de la Fondation Les Perles de Frévis pour leur sollicitude constante au chevet des nécessités. Je crois que c'est un bon exemple à suivre, que les autres puissent aussi regarder autour d'eux pour voir les nécessités et les donner un coup de main. Merci, cette fondation. Fort contents de la présence de ces hôtes de marque venus leur apporter de la chaleur et la joie, les pensionnaires de la maison Saint-Damien et Camille de Bafoussam ont chanté la main sur le cœur pour dire merci à la Fondation Les Perles de Frévis. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, l'émission Parole de femmes, présentée par Julingue Nyondé. Bonne soirée sur cette même antenne. Et ce drame humanitaire vécu à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria à la suite de ces exactions des assaillants séparatistes qui affrontent l'armée camerounaise, des jeunes baptisés dans un mouvement appelé les Amis de Popol et des membres du gouvernement ont ignoré ce drame humanitaire pour célébrer avec faste les 85 ans de Paul Biya à Yaoundé, un anniversaire qui a suscité un tollé de réactions sur la toile, des clichés qui ont été sélectionnés par Donald Brice Kamgan dans ce reportage. Joyeux anniversaire président, la phrase est en vedette sur la toile. Des citoyens anonymes aux personnages politiques, le 85e anniversaire du président de la République a suscité diverses réactions. Si cet internaute demande un peu ironique où est partagé le gâteau des circonstances, cet autre compare la vie politique du chef de l'État à celle du Sud-Africain Jacob Zuma. L'un est sommé de quitter le pouvoir une dizaine d'années seulement après son accession à la magistrature suprême, alors que l'autre exerce depuis 35 ans sans sérieuse embûche. Une chance, croit-il savoir. Certains se sont contentés par contre de retracer presque de façon exhaustive la trajectoire du fils de Vomeka de 1962 lorsque Paul Biya est nommé à 29 ans, ministre chargé des missions à la présidence de la République, à son accession à la magistrature suprême le 6 novembre 1982, après la démission d'Amadou Ahidjo. Il est difficile de dire encore à quelqu'un qui a tout donné, qui a fait près de 60 ans de haute administration, de chercher encore 7 ans de plus à vouloir, n'est-ce pas, chercher. Non, vraiment qu'on laisse le papier se reposer de façon tranquille et que nous, la jeunesse que nous représentons aujourd'hui, la force que nous avons, mouvement 11 millions univers, de prendre la relève et de montrer de quoi nous sommes capables. Né le 13 février 1933 à Vomeka dans la région du Sud,
Paul Barthélémy Bia est issu d'une famille catholique. Son éducation en prend fortune du Sud. Paul Barthélémy Bia est issu d'une famille catholique. Son éducation en prend fortement les couleurs. Et cet anniversaire du chef de l'État a été célébré par un groupe de jeunes baptisés les Amis de Popol en l'absence du président de la République à Yaoundé. Ils sont à bout d'un bras de fer engagé depuis plusieurs mois avec la communauté urbaine de Douala. Il s'agit des délégués du personnel suspendus depuis plusieurs mois. Ils viennent d'entamer une grève de la faim pour attirer l'attention sur leurs problèmes. Ils avaient manifesté pour revendiquer leurs droits. Ensuite, ils ont été suspendus malgré les injonctions du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. La communauté urbaine a refusé de les réhabiliter. L'affaire est portée en justice, mais les concernés souffrent dans leur chair. Ils ont tenu à entamer cette action de grève de la faim pour manifester et réclamer leur réhabilitation au sein de cette institution. Des précisions avec Innocent Abega et Gladys Sidi. Après moult tractations et médiations, après une première grève de la faim annoncée au mois d'octobre dernier, puis reportée, les délégués du personnel grévistes suspendus de la communauté urbaine de Douala viennent d'entamer une grève de la faim illimitée pour réclamer leur intégration, le paiement de 11 mois de salaire et autres indemnisations. Nous avons entrepris une kyrielle de médiation parce qu'après le 10 avril, nous avons adressé un recours préalable à monsieur le délégué du gouvernement qui est resté lettre morte. Nous avons adressé un recours de tutelle à monsieur le préfet. Nous avons écrit une panoplie de correspondance, même au Minat, à la primature. Nous sommes allés rencontrer le cardinal Christian Toumi qui a reçu monsieur le délégué du gouvernement le même jour que nous. Mais rien n'a bougé jusqu'à présent. 11 mois que leur calvaire dure après leur suspension en tant qu'employés de la... Rien n'a bougé jusqu'à présent. 11 mois que leur calvaire dure après leur suspension en tant qu'employés de la communauté urbaine de Douala. Les 10 délégués du personnel ont aujourd'hui du mal à déterminer leur statut au sein de la structure qui les employait il y a peu. J'avoue que notre statut est une véritable nébuleuse parce que suspendu après 11 mois, nous ne sommes pas encore servis de l'aide de licenciement. Donc nous ne sommes ni salariés, ni licenciés, ni employés. Donc c'est une véritable nébuleuse. C'est une grande curiosité parce que sur le plan légal, la suspension d'un employé est déterminée par une durée qui est d'1 mois, peut-être renouvelable. Donc à ce moment rendu à 11 mois, nous ne savons pas quel est notre statut exact en ce moment. Personnellement, mon bureau, je n'y ai pas accès, j'ai des effets personnels. Les actes, même mon acte de mariage, se trouve dans mon bureau. Les grévistes entendent poursuivre leur mouvement jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée à leurs problèmes. Sans salaire depuis 11 mois, leur situation et celle de leur famille ne cessent de se dégrader au fil des jours. La plupart d'entre nous sont en location. Beaucoup sont dans des brigades de gendarmerie et même dans les commissariats de police. Beaucoup n'arrivent pas à faire soigner leurs enfants. Les enfants ne sont pas scolarisés. Nous-mêmes, nous avons des grands malades parmi nous. Donc nous sommes ici pour que nous interpellions avec force et véhémence l'ensemble de l'opinion nationale et internationale. Il faut qu'on nous rétablisse dans nos droits. Et nous allons rester ici. Progressivement, nos familles vont nous rejoindre si rien ne bouge. Contacté, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala a... tant que l'affaire est encore pendante devant le tribunal. Dans le reste de l'actualité, des défaillances et dysfonctionnements plombent les opérations d'inscription sur les listes électorales. La société civile pointe du doigt la vétusté du matériel utilisé. Du coup, l'enrôlement des électeurs avance à un rythme insatisfaisant selon la société civile. L'enrôlement des électeurs avance à un rythme insatisfaisant selon la société civile. Elle a tenu à quelques semaines des échéances électorales interpellé le gouvernement sur l'enjeu de l'adoption d'un code électoral plus crédible. Des précisions avec Warren Zede et Flavien Dongo. Le processus d'inscription sur les listes électorales au Cameroun est plombé par le mauvais état des kits disponibles dans certaines antennes de l'ECAM. Que ça fait quand même plusieurs années, 5-6 ans que ces kits existent, n'arrivent plus à être opérationnels. C'est devenu lent, ça plante tout le temps.
Et ça, c'est déjà un problème. L'autre problème, c'est que même ces machines qui plantent tout le temps sont insuffisantes pour pouvoir, n'est-ce pas, régler le problème des Camerounais en termes d'inscription. Le membre du comité de pilotage du projet, suivi, informer et mobiliser les jeunes, dit avoir mené une enquête dans plusieurs arrondissements de la République. Au 26 janvier 2018, il est quand même inscrit à peu près 37 000 personnes. Nous avons extrapolé en disant, bon voilà, ils peuvent inscrire tous les mois 50 000 personnes. Si vous faites la projection sur les 5 mois à venir, avant la convocation du corps électoral, ce sont même 60 000 personnes par mois, ne va jamais inscrire 1 million de personnes. Pourquoi? Parce que matériellement, ils n'ont pas les moyens de le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Par ailleurs, le coordonnateur de l'ONG Un Monde à Venir pense que l'ECAM est une coquille vide, manipulée par des décideurs qui refusent de lui fournir des moyens pour réaliser ses missions. Les moyens qui doivent être mis à la disposition de l'ECAM ne le sont pas. Et donc du coup, l'ECAM se trouve face à un obstacle majeur qui est l'incapacité matérielle. Tous les réseaux qu'on connaît, la radio peut garder sa place à condition que nous restions sérieux. C'est-à-dire que nous devons garder la fibre qui a fait la radio dans le passé, c'est-à-dire le sérieux dans l'information, la collecte, le traitement et la diffusion. Quoi qu'il en soit, la radio tient toujours la route. Pas besoin de trop de sacrifices pour l'écouter. Elle vous suit et vous accompagne partout, souvent critiquée, mais toujours aussi adulée. C'est cette radio, grand vecteur de communication et média de proximité qui se célèbre ce 13 février 2018. Alors, un autre message dit que le reste pourra attendre. Bon après-midi, Edith. Ils ont déjà replongé la tête dans leurs cahiers et leurs cours. Des élèves ont eu droit à toute une semaine d'activités ludiques et culturelles au collège Liberman à Douala. Ils ont dévoilé leur talent artistique. Également, ils ont été édifiés sur des sujets liés, bien sûr, à l'actualité, mais aussi à des projets professionnels et académiques. Des précisions avec Donald Anouzwa dans ce reportage. La semaine culturelle du collège Liberman, inscrite au chapitre des festivités de la fête de la jeunesse, place aux premières loges, la culture, le sport et la méditation. Le mini-festival organisé à cet effet va mettre en évidence le savoir-faire des élèves en matière de théâtre, danse, humour, chant choral et défilé de mode. Et c'est avec le même esprit festif que l'invité du collège Liberman, l'artiste musicien local, va se joindre à cette jeunesse qui scande son nom et exécute sans faute de théâtre, danse, humour, chant choral et défilé de mode. Et c'est avec le même esprit festif que l'invité du collège Liberman, l'artiste musicien local, va se joindre à cette jeunesse qui scande son nom et exécute sans fausse note ses chansons. Le mini-festival 2018 restera donc à jamais gravé dans les mémoires. Je suis très émue par cette journée parce qu'elle a permis une belle diversité entre tous les collèges. L'effet marquant, ça c'est évident, le passage de locaux. Le père John de Baptiste Agné va servir à l'assistance le sens spirituel de ces festivités. Au cours de la préparation de cet événement, de cette journée, nous avons encouragé les élèves à participer à la messe et à diminuer l'engouement pour la nourriture et la danse. Nous apprenons à nos élèves à rendre grâce à Dieu en faisant l'action de rendre grâce à Dieu. Nous venons devant Dieu pour dire merci. Merci pour la vie, merci pour l'existence que nous menons et merci pour notre établissement. Occasion aussi pour les responsables du collège de convoquer la mémoire de Angelbert Vein, prêtre jésuite, auteur dans des domaines aussi variés que la religion. Le message particulier s'inscrit dans ce que nous avons voulu au début de l'année, placer cette année sous la figure du Père Vein, un père jésuite camerounais. De cet homme et véhiculer les valeurs de cet homme à nos élèves. La messe lui sous fond d'action de l'État. En son absence à Yaoundé, cet anniversaire a suscité un tollé de réactions sur la toile. Vous le verrez dans ce journal. Elle fait preuve de résilience et d'adaptation. C'est la radio à l'ère du numérique
Bien de personnes avaient prédit, avaient programmé la mort de la radio à l'occasion de la journée mondiale de ce média. Vous verrez dans ce journal comment des journalistes et techniciens utilisent les nouvelles technologies et les nouveaux autoroutes de l'information pour s'adapter et conserver un audimat toujours aussi important. Cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La situation sociopolitique et sécuritaire ne cesse de se dégrader dans certaines localités des régions du nord-ouest et du sud-ouest. La sécurisation de ces régions anglophones n'a pas stabilisé le climat social de plus en plus délétère au regard du nombre croissant des réfugiés camerounais qui se retrouvent au Nigeria et des morts comptés parmi des civils et des soldats. L'option militaire ne fait qu'engendrer une situation intenable. C'est en tout cas l'avis des géostratèges qui préviennent le gouvernement sur les dangers auxquels s'expose le Cameroun. Des précisions avec Guy Zogo dans ce reportage. Désormais une certitude, la crise anglophone au Cameroun prend des proportions inquiétantes. Alors que le président de la République a annoncé dans son discours à la nation le 10 février dernier que la situation était stabilisée, les faits sur le terrain démentent cet optimisme. Ces dernières heures, fait gravissime, le sous-préfet de Batibo a été enlevé lors de la fête du 11. Ces dernières heures, fait gravissime, le sous-préfet de Batibo a été enlevé lors de la fête du 11 février et reste introuvable jusqu'ici. Les meurtres des éléments des forces de défense et de sécurité se poursuivent. En riposte, si l'on en croit nos confrères de TV5 Monde, des villages ont été incendiés par nos forces de l'ordre. À l'heure qu'il est, il en découle que 33 000 Camerounais, selon un décompte du HCR, sont désormais réfugiés au Nigeria. Ce chiffre traduit à lui seul l'ampleur de la crise dans laquelle le Cameroun s'enfonce avec la question anglophone. Dès lors, il est fort regrettable que le gouvernement ne brille pas par sa cohérence dans les réponses à cette crise. S'il professe être pour le dialogue, on n'en voit pas le début du commencement. Après avoir mis à contribution le Premier ministre et les élites anglophones, c'est désormais à la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme que le président de la République semble confier la mission de solutionner cette crise. Une option qui, comme depuis le début de cette crise, écarte les questions politiques dont la trame sous-tend pourtant toutes les revendications qu'on y entend. En outre, la réponse en coup de massue pour neutraliser les adeptes de la sécession, à savoir la décentralisation, tarde à venir. Comme vient de le confirmer la convocation des sénatoriales sans faire allusion au régional. C'est ici que la grandeur des hommes d'État est convoquée. S'ils ont le devoir de veiller à l'intégrité du territoire qu'ils dirigent, y compris en recourant aux rigueurs de la loi, ils doivent aussi se montrer ouverts au dialogue, parce que la force ne peut s'imposer indéfiniment si elle ne se transforme en obéissance de la part de ceux à qui elle doit s'appliquer. Malgré ces heures troubles de la vie nationale et ce drame humanitaire vécu à la fin, ces heures troubles de la vie nationale. Pour assurer sa mission. Dans la même logique, le mouvement Dynamique Citoyenne, après avoir relevé les manquements du code électoral en vigueur au Cameroun, vient de soumettre une compile de propositions issues des réflexions des acteurs sociopolitiques permettant d'avoir des élections crédibles. Nous avons recruté des consultants qui se sont assis, qui sont partis de ces documents de base pour élaborer un code électoral consensuel, qui sont partis de ces documents de base pour élaborer un code électoral consensuel, alors qui prend en compte toutes les propositions qui viennent des partis politiques d'opposition, qui viennent des organisations de la société. Nous sommes en ce moment en train de faire un plaidoyer. Alors ce document, comme je l'ai dit tantôt, se retrouve déjà à tous les niveaux. Ces organisations de la société civile en activité avouent se soucier du bon déroulement du processus électoral au Cameroun.
a démontré sa capacité de résilience et d'adaptation à l'ère du numérique. D'aucuns avaient déjà programmé la mort de la radio. Bien au contraire, ces nouveaux autoroutes de l'information ont permis à la radio de se positionner parmi les médias qui ont encore un public et un audimat assez important. À l'occasion de la Journée mondiale de la radio, nos reporters, Joël Esseng et Marcelin Gansop, sont allés à Yaoundé dans les studios de certaines radios pour découvrir comment journalistes et techniciens, bien sûr, manœuvrent ces nouvelles technologies pour s'adapter à la nouvelle donne. Reportage. Il est 13h lorsque nous débarquons dans les studios de Royal FM, une radio urbaine émettant au cœur de la capitale. En ce jour où l'on célèbre la radio ainsi que ses acteurs, c'est l'émission Fraîcheur Royale qui nous accueille. Accepterait d'être ma Valentine le 14 février. Oui, la radio vit à Yaoundé, malgré l'invasion du numérique. Quand j'entrais dans ce métier, on n'a pas connu les ordinateurs, les machines, on n'a pas connu les téléphones Android, on n'a pas connu l'Internet. Donc aujourd'hui les choses ont changé et ça fait que le métier devient de plus en plus facile. Nous qui sommes dans la radio, nous devons rendre davantage magnifique cet instrument qui a une longue histoire et qui continue d'ailleurs à exister malgré l'avènement de d'autres supports tels que le numérique et Internet aujourd'hui. Longue histoire et qui continue d'ailleurs à exister malgré l'avènement de d'autres supports tels que le numérique et Internet aujourd'hui. C'est que pour faire face au choc du numérique, les radios ont dû s'adapter. Tout au moins celles qui ont la prétention de se frayer un chemin dans un univers fortement concurrentiel. Terminer l'époque où les nagras et autres cassettophones dictaient leurs lois. Aujourd'hui, les choses ont changé. La radio vit l'ère du temps. Parce qu'il fallait fonctionner avec l'analogique, les cassettes, les vidéos, il fallait tracer tout avec les doigts et tout ça. Il raconte souvent les anecdotes où il fallait tourner le bic avec la cassette, avec le stylo et tout. C'était pas évident. Mais aujourd'hui, c'est clair. Il est aujourd'hui possible d'avoir une source, un consultant, à travers le téléphone. Pour une expertise dans un journal, pour appeler un politologue, pour l'enregistrer avec les téléphones Android que nous avons. Et la qualité du son à l'antenne est normale. Ce qu'on ne pouvait pas retrouver par le passé. Diaraba, 9h sur Média, ça se passe en direct de Kiss FM 106.00. Une mutation qui ne va pas sans conséquences. Certains pratiquants pouvant tomber facilement dans le piège du laisser-aller. Maintenant, la mutation qui s'est opérée entre-temps est venue quand même mettre la radio en difficulté. Pour ceux qui ne se sont pas très vite adaptés, forcément ils vont perdre des pédales. En revanche, pour ceux qui ont pensé qu'on peut mettre en commun les nouvelles technologies, si vous voulez le numérique et la radio digitale que l'on a connue par le passé, en mettant tout cela ensemble, ça permet que les uns et les autres, on explose encore davantage. Cette facilité là au travail rime avec un peu de paresse aussi de la part de certains, de beaucoup en radio, ce qui fait qu'on a de plus en plus des informations mensongères. Je veux dire qu'aujourd'hui, la radio, malgré la menace que nous restions sérieux, c'est-à-dire que nous devons garder la fibre qui a fait la radio dans le passé, c'est-à-dire le sérieux dans l'information, la collecte, le traitement et la diffusion. Quoi qu'il en soit, la radio tient toujours la route. Pas besoin de trop de sacrifices pour l'écouter. Elle vous suit et vous accompagne partout. Souvent critiquée, mais toujours aussi adulée. C'est cette radio, grand vecteur de communication et média de proximité qui se célèbre ce 13 février 2018. Alors, un autre message dit que le reste pourra attendre. Bon après-midi, Edith. Ils ont déjà replongé la tête dans leurs cahiers et leurs cours. Des élèves ont eu droit à toute une semaine d'activités ludiques et culturelles au collège Liberman à Douala. Ils ont dévoilé leur talent artistique. Également, ils ont été édifiés sur des sujets liés bien sûr à l'actualité, mais aussi à des projets professionnels et académiques. Des précisions avec Donald Anouzoa dans ce reportage. La semaine culturelle du collège Liberman, inscrite au chapitre des festivités de la fête de la jeunesse, place aux premières loges, la culture, le sport et la méditation. Le mini-festival organisé à cet effet va mettre en évidence le savoir-faire des élèves en matière de théâtre, danse,
Humour, chant choral et défilé de mode. Et c'est avec le même esprit festif que l'invité du collège Lieberman, l'artiste musicien local, va se joindre à cette jeunesse qui scande son nom et exécute sans fausse note ses chansons. Le mini-festival 2018 restera donc à jamais gravé dans les mémoires. Je suis très émue par cette journée parce qu'elle a permis une belle diversité entre tous les collèges. Et il y avait aussi des talents qui se sont exprimés lors du mini-festival et moi ça m'a beaucoup enchanté de les voir. L'effet marquant, ça c'est évident, le passage des locaux. Le tournoi de football, quant à lui, verra la victoire. L'effet marquant, ça c'est évident, le passage des locaux. Le tournoi de football, quant à lui, verra la victoire après tir au but du collectif des classes de première sur la sélection de Terminal A. L'autre moment fort de la semaine culturelle du collège Lieberman sera consacré à la messe solennelle de clôture des activités. Dans son homélie, le père John de Baptiste Agné va servir à l'assistance le sens spirituel de ces festivités. Au cours de la préparation de cet événement, de cette journée, nous avons encouragé les élèves à participer à la messe et à diminuer l'engouement pour la nourriture et la danse. Nous apprenons à nos élèves à rendre grâce à Dieu en faisant l'action de rendre grâce à Dieu. Nous venons devant Dieu pour dire merci. Merci pour la vie, merci pour l'existence que nous menons et merci pour notre établissement. Occasion aussi pour les responsables du collège de... Avec une panoplie de correspondance, même au Minat, à la primature, nous sommes allés rencontrer le cardinal Christian Toumi, qui a reçu monsieur le délégué du gouvernement le même jour que nous. Mais rien n'a bougé jusqu'à présent. 11 mois que leur calvaire dure après leur suspension en tant qu'employés de la communauté urbaine de Douala. Les 10 délégués du personnel ont aujourd'hui du mal à déterminer leur statut au sein de la structure qui les employait il y a peu. J'avoue que notre statut est une véritable nébuleuse parce que suspendu après 11 mois, nous ne sommes pas encore servis de l'aide de licenciement. Donc nous ne sommes ni salariés, ni licenciés, ni employés. Donc c'est une véritable nébuleuse. C'est une grande curiosité parce que sur le plan légal, la suspension d'un employé est déterminée par une durée qui est d'1 mois, peut-être renouvelable. Donc à ce moment rendu à 11 mois, nous ne savons pas quel est notre statut exact en ce moment. Personnellement, mon bureau, je n'y ai pas accès, j'ai des effets personnels. Les actes, même mon acte de mariage, se trouve dans mon bureau. Les grévistes entendent poursuivre leur mouvement jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée à leurs problèmes. Sans salaire depuis 11 mois, leur situation et celle de leur famille ne cessent de se dégrader au fil des jours. La plupart d'entre nous sont en location, beaucoup sont dans des brigades de gendarmerie et même dans les commissariats de police. Beaucoup n'arrivent pas à faire soigner leurs enfants, les enfants ne sont pas scolarisés. Nous-mêmes, nous avons des grands malades parmi nous, dont nous sommes ici pour que nous interpellions avec force et véhémence l'ensemble de l'opinion nationale et internationale. Il faut qu'on nous rétablisse dans nos droits et nous allons rester ici. Progressivement, nos familles vont nous rejoindre si rien ne bouge. Contacté, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala a tant que l'affaire est encore pendante devant le tribunal. Dans le reste de l'actualité, des défaillances et dysfonctionnements plombent les opérations d'inscription sur les listes électorales. La société civile pointe du doigt la vétusté du matériel utilisé. Du coup, l'enrôlement des électeurs avance à un rythme insatisfaisant selon la société civile. Elle a tenu à quelques semaines des échéances électorales interpeller le gouvernement sur l'enjeu de l'adoption d'un code électoral plus crédible. Des précisions avec Warren Zede et Flavien Dongo. Le processus d'inscription sur les listes électorales au Cameroun est plombé par le mauvais état des kits disponibles dans certaines antennes de l'ECAM. Que ça fait quand même plusieurs années, 5-6 ans que ces kits existent, n'arrivent plus à être opérationnels. C'est devenu lent, ça plante tout le temps. Et ça, c'est déjà un problème. L'autre problème, c'est que même ces machines qui plantent tout le temps sont insuffisantes
pour pouvoir, n'est-ce pas, régler le problème des Camerounais en termes d'inscription. Le membre du comité de pilotage du projet, suivi, informer et mobiliser les jeunes, dit avoir mené une enquête dans plusieurs arrondissements de la République. Au 26 janvier 2018, il est quand même inscrit à peu près 37 000 personnes. Nous avons extrapolé en disant, bon voilà, ils peuvent inscrire tous les mois 50 000 personnes. Si vous faites la projection sur les 5 mois à venir, avant la convocation du corps électoral, c'est même 60 000 personnes par mois, ne va jamais inscrire 1 million de personnes. Pourquoi? Parce que matériellement, ils n'ont pas les moyens de le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Qui doivent être mis à la disposition de l'ECAM ne le sont pas. Et donc du coup, l'ECAM se trouve face à un obstacle majeur qui est l'incapacité matérielle pour assurer sa mission. Après avoir relevé les manquements du code électoral en vigueur au Cameroun, vient de soumettre une compile de propositions issues des réflexions des acteurs sociopolitiques permettant d'avoir des élections crédibles. Nous avons recruté des consultants qui se sont assis, qui sont partis de ces documents de base pour élaborer un code électoral consensuel, alors qui prend en compte toutes les propositions qui viennent des partis politiques d'opposition, qui viennent des organisations de la société. Nous sommes en ce moment en train de faire un plaidoyer. Alors ce document, comme je l'ai dit tantôt, se retrouve déjà à tous les niveaux. Ces organisations de la société civile en activité avouent se soucier du bon déroulement du processus électoral au Cameroun. Il a démontré sa capacité de résilience et d'adaptation à l'ère du numérique. D'aucuns avaient déjà programmé la mort de la radio. Bien au contraire, ces nouveaux autoroutes de l'information ont permis à la radio de se positionner parmi les médias qui ont encore un public et un audimat assez important. À l'occasion de la Journée mondiale de la radio, nos reporters, Joël Esseng et Marcelin Gansop, sont allés à Yaoundé dans les studios de certaines radios pour découvrir comment journalistes et techniciens, bien sûr, manœuvrent cette nouvelle technologie pour s'adapter à la nouvelle donne. Reportage. Il est 13h lorsque nous débarquons dans les studios de Royal FM, une radio urbaine émettant au cœur de la capitale. En ce jour où l'on célèbre la radio ainsi que ses acteurs, c'est l'émission Fraîcheur Royale qui nous accueille. Accepterait d'être ma Valentine le 14 février. Oui, la radio vit à Yaoundé, malgré l'invasion du numérique. Quand j'entrais dans ce métier, on n'a pas connu les ordinateurs, les machines, on n'a pas connu les téléphones Android, on n'a pas connu l'Internet. Donc aujourd'hui les choses ont changé et ça fait que le métier devient de plus en plus facile. Nous qui sommes dans la radio, nous devons rendre davantage magnifique cet instrument qui a une longue histoire et qui continue à exister malgré l'avènement de d'autres supports tels que le numérique et Internet aujourd'hui. C'est que pour faire face au choc du numérique, les radios ont dû s'adapter, tout au moins celles qui ont la prétention de se frayer un chemin dans un univers fortement concurrentiel. Terminer l'époque où les nagras et autres cassettophones dictaient leurs lois. Aujourd'hui, les choses ont changé. La radio vit l'ère du temps. Parce qu'il fallait fonctionner avec l'analogique, les cassettes, les vidéos, il fallait tracer tout avec les doigts et tout ça. Il raconte souvent les anecdotes où il fallait tourner le bic avec la cassette, avec le stylo et tout. C'était pas évident. Mais aujourd'hui, c'est clair. Il est aujourd'hui possible d'avoir une source, un consultant, à travers le téléphone. Pour une expertise dans un journal, pour appeler un politologue, pour l'enregistrer avec les téléphones Android que nous avons. Et la qualité du son à l'antenne est normale. Ce qu'on ne pouvait pas retrouver par le passé. Djaraba, 9h sur Média, ça se passe en direct de KissFM 106.00. Une mutation qui ne va pas sans conséquence. Certains pratiquants pouvant tomber facilement dans le piège du laisser-aller. Maintenant, la mutation qui s'est opérée entre-temps est venue quand même mettre la radio en difficulté. Pour ceux qui ne se sont pas très vite adaptés, forcément ils vont perdre les pédales. En revanche, pour ceux qui ont pensé qu'on peut mettre en commun les nouvelles technologies, si vous voulez le numérique et la radio digitale que l'on a connue par le passé, en mettant tout cela ensemble, ça permet que les uns et les autres, on explose encore davantage. Cette facilité au travail rime avec un peu de paresse aussi de la part de certains, de beaucoup en radio, ce qui fait qu'on a de plus en plus des informations mensongères. Je veux dire qu'aujourd'hui, la radio, malgré la menace de la télévision, mais également la percée des réseaux sociaux avec
Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la cote d'alerte est atteinte. Le climat sociopolitique et sécuritaire ne cesse de se dégrader dans certaines localités des régions anglophones. Des géostratèges qui s'inquiètent. L'option militaire risque d'engendrer une situation intenable à cause de la mise à l'écart du dialogue inclusif. Malgré ces inquiétudes face à ce drame humanitaire vécu dans les régions anglophones, des jeunes amis de Popol et le gouvernement ont célébré avec faste les 85 ans du chef de l'État en son absence à Yaoundé. Cet anniversaire a suscité un tollé de réactions sur la toile, vous le verrez dans ce journal. Elle fait preuve de résilience et d'adaptation. C'est la radio à l'ère du numérique. Bien de personnes avaient programmé la mort de la radio. À l'occasion de la journée mondiale de ce média, vous verrez dans ce journal comment des journalistes et techniciens utilisent les nouvelles technologies et les nouveaux autoroutes de l'information pour s'adapter et conserver un audimat toujours aussi important. Cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La situation sociopolitique et sécuritaire ne cesse de se dégrader dans certaines localités des régions du nord-ouest et du sud-ouest. La sécurisation de ces régions anglophones n'a pas stabilisé le climat social de plus en plus délétère au regard du nombre croissant des réfugiés camerounais qui se retrouvent au Nigeria et des morts comptés parmi des civils et des soldats. L'option militaire ne fait qu'engendrer une situation intenable. Inquiétantes. Alors les meurtres des éléments des forces de défense et de sécurité se poursuivent en riposte, si l'on en croit nos confrères réfugiés au Nigeria. Ces chiffres traduisent à lui seul l'ampleur de la crise dans laquelle le Cameroun semble. Ne brille pas par sa cohérence dans les réponses à cette crise. S'il professe être pour le dialogue, on n'en voit pas le début du commencement. Après avoir mis à contribution le Premier ministre et les élites anglophones, c'est désormais à la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme que le président de la République semble confier la mission de solutionner cette crise. Une option qui, comme depuis le début de cette crise, écarte les questions politiques dont la trame sous-tend pourtant toutes les revendications qu'on y entend. En outre, la réponse en coup de massue pour neutraliser les adeptes de la sécession, à savoir la décentralisation, tarde à venir. Comme vient de le confirmer la convocation des sénatoriales sans faire allusion au régional. C'est ici que la grandeur des hommes d'État est convoquée. S'ils ont le devoir de veiller à l'intégrité du territoire qu'ils dirigent, y compris en recourant aux rigueurs de la loi, ils doivent aussi se montrer ouverts au dialogue, parce que la force ne peut s'imposer indéfiniment si elle ne se transforme en obéissance de la part de ceux à qui elle doit s'appliquer. Malgré ces heures troubles de la vie nationale et ce drame humanitaire vécu à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, à la suite de ces exactions des assaillants séparatistes qui affrontent l'armée camerounaise, des jeunes baptisés dans un mouvement appelé les Amis de Popol et des membres du gouvernement ont ignoré ce drame humanitaire pour célébrer avec faste les 85 ans de Paul Biya à Yaoundé, un anniversaire qui a suscité un tollé de réactions sur la toile, des clichés qui ont été sélectionnés par Donald Brice Kamgan dans ce reportage. Joyeux anniversaire président, la phrase est en vedette sur la toile. Des citoyens anonymes aux personnages politiques, le 85e anniversaire du président de la République a suscité diverses réactions. Si cet internaute demande un peu ironique où est partagé le gâteau de circonstances, cet autre compare la vie politique du chef de l'État à celle du Sud-Africain Jacob Zuma.
L'un est sommé de quitter le pouvoir une dizaine d'années seulement après son accession à la magistrature suprême, alors que l'autre exerce depuis 35 ans sans sérieuse embûche. Une chance, croit-il savoir. Certains se sont contentés par contre de retracer presque de façon exhaustive la trajectoire du fils de Vomeka de 1962 lorsque Paul Biya est nommé à 29 ans, ministre chargé des missions à la présidence de la République, à son accession à la magistrature suprême le 6 novembre 1982, après la démission d'Amadou Ahidjo. Il est difficile de dire encore à quelqu'un qui a tout donné, qui a fait près de 60 ans de haute administration, de chercher encore 7 ans de plus à vouloir, n'est-ce pas, chercher. Non, vraiment qu'on laisse le papier se reposer de façon tranquille et que nous, la jeunesse que nous représentons aujourd'hui, la force que nous avons, mouvement 11 millions univers, de prendre la relève et de montrer de quoi nous sommes capables. Né le 13 février 1933 à Vomeka dans la région du Sud, Paul Barthélémy Biya est issu d'une famille catholique. Son éducation en prend fortement les couleurs. Et cet anniversaire du chef de l'État a été célébré par un groupe de jeunes baptisés les Amis de Popol en l'absence du président de la République à Yaoundé. Ils sont à bout d'un bras de fer engagé depuis plusieurs mois avec la communauté urbaine de Douala. Il s'agit des délégués du personnel suspendus depuis plusieurs mois. Ils viennent d'entamer une grève de la faim pour attirer l'attention sur leurs problèmes. Ils avaient manifesté pour revendiquer leurs droits. Ensuite, ils ont été suspendus malgré les injonctions du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. La communauté urbaine a refusé de les réhabiliter. L'affaire est portée en justice, mais les concernés souffrent dans leur chair. Ils ont tenu à entamer cette action de grève de la faim pour manifester et réclamer leur réhabilitation au sein de cette institution. Des précisions avec Innocent Abega et Gladys Sidi. Après moult tractations et médiations, après une première grève de la faim annoncée au mois d'octobre dernier, puis reportée, les délégués du personnel grévistes suspendus de la communauté urbaine de Douala viennent d'entamer une grève de la faim illimitée pour réclamer leur intégration, le paiement de 11 mois de salaire et autres indemnisations. Nous avons entrepris une kyrielle de médiation parce qu'après le 10 avril, nous avons adressé un recours préalable à monsieur le délégué du gouvernement qui est resté lettre morte. Nous avons adressé un recours de tutelle à monsieur le préfet. Nous avons